La résolution de la crise politique en République démocratique du Congo fait du surplace. L'intervention de l'Église catholique congolaise pour débloquer la situation n'a pas encore permis d'avancées réelles ce week-end. Prochain rendez-vous, ce sera le 29 décembre, jeudi, pour tenter de trouver une solution. En attendant, le week-end de Noël a été ensanglanté dans l'est du pays. 35 personnes au moins ont été tuées dans le territoire de Béni, au nord Kivu. Deux attaques distinctes. D'une part, des miliciens de l'ethnie Nandé ont tué des civils Hutus 3 jours après une attaque d'une milice Hutu contre 13 civils Nandé. Et puis d'autre part, à Eringeti, dans les environs, dans le nord de la province, un massacre de 22 personnes au moins a été imputé par les autorités à l'ADF, une rébellion ougandaise musulmane. C'est le thème du débat de ce soir. Et avec nous, pour en parler sur notre plateau, Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Vous êtes député fondateur du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Vous êtes un proche de l'opposant Moïse Katumbi. Et puis également Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express, auteur de Reine d'Afrique et également du blog L'Afrique en face. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a deux crises en ce moment qui tiennent le haut de l'actualité en République démocratique du Congo. D'une part, la crise politique avec Joseph Kabila qui ne quitte pas le pouvoir malgré la fin de son second mandat. C'était le 20 décembre. Il doit quitter le pouvoir selon la Constitution et pourtant il ne le fait pas. Et puis d'autre part, on a cette situation au nord Kivu qui est explosive et ça fait très longtemps que ça dure. La région a été l'objet de nombreux conflits et continue, qui se multiplient. Il y a énormément de forces impliquées sur place. On parle d'une quarantaine de milices sur place. Est-ce que, Vincent Hugeux, on peut imaginer que la crise politique pourrait, la fin de la crise politique, la résolution de la crise politique pourrait avoir une influence sur la situation au Nord Kivu, ou ce sont des choses qui ne vont pas du tout être liées? Une influence à la marge peut-être, mais les facteurs explicatifs de la crise récurrente au Nord Kivu sont tellement profonds et tellement distincts de ces débats assez homériques qui se déroulent en ce moment à Kinshasa qu'il ne suffirait évidemment pas d'une résolution d'ailleurs hautement hypothétique à ce stade de la crise politique à Kinshasa pour que par miracle, tout soudain, eh bien, les tensions s'apaisent. Non, les facteurs sont bien trop profonds. Vous avez, comme d'habitude, outre ce maquis inextricable de milices, d'autodéfense, de groupes armés que vous évoquiez tout à l'heure, vous avez des facteurs assez classiques dans ce genre de contentieux, de litiges. Il y a des facteurs fonciers, il y a des facteurs qui tiennent à la détention, au contrôle de richesses locales. Vous avez également des exactions commises par une armée dite régulière, mais qui l'est parfois régulière, surtout dans la férocité et la cruauté. Et puis, vous avez des acteurs qui ont tout intérêt à la perpétuation de cet état de guerre, parce que c'est de cela que dépend leur prébande sur les richesses locales et leur pouvoir. Donc non, hélas, j'aimerais pouvoir vous répondre oui, mais je ne le crois pas. Alors ça, c'est une situation qui est quand même héritée de longue date au Nord Kivu. Ça date depuis en fait la fin du génocide au Rwanda, avec l'arrivée de génocidaires, de victimes fuyant le génocide qui sont impliquées dans la région, qui ont essayé d'y vivre et malgré tout qui ont emporté avec elles une partie du conflit. Francis Kalombo, quand vous voyez tout ça, vous dites que la situation politique, c'est finalement le moindre des mots en République démocratique du Congo? Pas vraiment le moindre des mots, sauf que on continue à voir que les hommes politiques, surtout le pouvoir, ils ont la possibilité, ils ont des militaires et des armes pour protéger le pouvoir. Mais ils n'en ont pas pour protéger la population. La preuve, à Béni, nous pleurons tous les jours et les personnes arrivent. Ce sont les mêmes qui reviennent tous les jours, tuent et repartent. Alors que le pouvoir a démontré à la face du monde qu'il est capable de mobiliser des militaires pour mater la population qui, paisiblement, ne réclame qu'une seule chose. Le président de la République ayant terminé son mandat, il doit finir son mandat et partir. Et là, on les a tués. On a montré qu'on avait des militaires. Moi, j'aimerais qu'on envoie le militaire à Béni, qu'on envoie les militaires à l'Est pour protéger d'abord et avant tout les citoyens et non tuer les citoyens tels que nous l'avons vu. Et Vincent, je le disais à l'instant, le problème des militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est aussi qu'ils sont parfois responsables de certaines exactions, qu'ils profitent de la situation, du fait que la province est très isolée de la capitale, qu'elle est difficilement accessible pour exercer un certain contrôle, parfois demander des taxes, profiter de leur pouvoir local. Bien sûr, justement parce que la politique n'est pas bonne par rapport aux militaires. Ils ne sont pas payés, vous envoyez les gens avec des armes
contrôlés de coin lorsqu'ils ne sont pas payés. Lorsque le peu qu'on leur envoie n'arrive pas, on a vécu une situation en République démocratique du Congo où un policier a dénoncé ce que font ses supérieurs. C'est-à-dire, chaque fois qu'on leur envoie l'argent des frais de fonctionnement, ils sont dans l'obligation de retourner cet argent et il a envoyé des preuves des transferts de retour d'argent auprès de ses supérieurs. Et jusque-là, on ne voit toujours pas de condamnations. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Les autres risquent de se taire en disant qu'il y aura des représailles, puisque la personne a sillonné, a frappé un peu partout pour pouvoir trouver son compte. Moi, je crois que la mauvaise gestion du pays nous amène là où nous sommes arrivés. On n'a pas voulu organiser des élections exprès, et voilà là où nous sommes arrivés. Et j'y reste. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la population, ce que demande la population, c'est avant tout l'alternance, c'est avant tout la paix, qu'on leur sécurise. Mais on ne peut pas sécuriser une population avec des hommes en armes qui ne sont pas bien rémunérés. Lorsqu'ils sont blessés, ils sont abandonnés à eux-mêmes, les autres le voient et chacun veut se payer. C'est ce que nous sommes en train de voir. Chacun contrôle un certain coin et des richesses et il travaille avec qui? Avec certaines autorités aussi, avec qui il renvoie les bénéfices de ce qu'il gagne. Donc, aussi longtemps que ces taxes, les minéraux à l'est de la République démocratique du Congo ne seront pas bien encadrés, eh bien, ça va continuer. Je me permets de vous interrompre. L'un d'entre vous a laissé son téléphone portable allumé. Ça fait des interférences avec l'antenne. Du coup, on entend des bruits très désagréables. Est-ce que vous pourriez vérifier qu'ils sont bien coupés, s'il vous plaît? C'était pour la parenthèse technique. Non, mais songez quand même que sur le seul territoire de Béni, on recense officiellement 700 civils massacrés depuis l'été 2014. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle qu'il ne faut absolument pas nier de ces fameuses ADF, donc cette milice musulmane ougandaise. Mais je dirais que cette milice a parfois bon dos, parce qu'on lui impute l'intégralité des exactions. Ça n'est pas aussi simple. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des facteurs endogènes à cette crise dans l'Est, mais il est exact, et là-dessus, je suis en accord avec notre interlocuteur, que plus la résolution politique à l'échelon national, même si très franchement, il y a beaucoup de politiciens quinois qui se préoccupent assez peu de ce qui se passe dans l'Est, soyons francs là-dessus, eh bien, plus cette résolution tarde, et évidemment, moins les conditions d'un retour au moins à l'apaisement sont réunies. Mais j'ajoute quand même un autre élément. On a parlé de l'armée régulière, l'armée officielle de la République démocratique du Congo. N'oublions pas quand même qu'il y a aussi une force onusienne qui s'appelle la MONUSCO, qui a été et qui est encore aujourd'hui la plus importante en termes d'effectifs et de moyens. Et que voilà des années que l'on est dans l'incapacité d'assurer la protection minimale à des populations civiles. Alors certes, il y a des difficultés d'accès, certes, le réseau routier est symbolique ou inexistant, tout ça est vrai, mais enfin quand même, on parle là d'entités militaires qui disposent de moyens, qui disposent d'hélicoptères, qui disposent de véhicules tout-terrain, etc. Il y a quelque chose d'obscène, de navrant et de révoltant à se dire que voilà des années que vous avez en permanence un martyrologe qui s'alourdit de semaine en semaine sans que tous ces moyens-là soient déployés pour au moins arrêter le bras des massacreurs. Ça, c'est quelque chose qui est irréductible à la raison. Alors justement, sur la MONUSCO, certaines voix dénoncent un intérêt pour les troupes qui sont envoyées en RDC au Nord Kivu, justement de laisser le conflit s'engluer pour que ces soldats-là, venus de pays parfois très pauvres, aient du travail et puissent gagner leur vie tout simplement sur place. Ce sont eux aussi, d'une certaine manière, selon les critiques de certains, en tout cas, des profiteurs de guerre, entre guillemets. Méfions-nous quand même des interprétations totalement complotistes, parce que très franchement, quand vous voyez à quel point ce dysfonctionnement est préjudiciable à l'image non seulement de la mission onusienne en RDC, mais de l'ONU dans son ensemble, on ne peut pas imaginer que des chefs à un échelon intermédiaire et a fortiori à l'échelon supérieur puissent fermer les yeux sur ce type de dérives, si elles sont authentiques, sans, encore une fois, ruiner l'image d'une institution supranationale. Donc, je veux dire, ça n'est pas une explication suffisante. Il y a toujours dans les missions onusiennes, mais là comme ailleurs, on l'a vu en RCA, on l'a vu en Somalie, on l'a vu partout, il y a à l'échelon individuel, voire à l'échelon d'un petit groupe, des comportements indéfendables. Oui, sans doute, là aussi comme ailleurs, mais ça ne suffit pas. Pour vous, c'est marginal. Ce sont des comportements tout à fait marginaux. Par rapport, encore une fois, à l'enjeu en termes de crédibilité pour une entité comme les Nations Unies, bien sûr. Mais cela dit, la critique des Nations Unies inefficace, les casques bleus qui sont des spectateurs impuissants de ce qui se passe sur les terrains où ils sont envoyés, ça ne date pas d'hier, ça fait longtemps. Au Rwanda, c'était déjà la critique qu'on leur avait faite. Et c'est quand même le XXe siècle. Oui, mais s'il suffisait
de déverser des millions de dollars et des moyens logistiques pour imposer la paix en vertu, par exemple, de l'article 7, donc mandat de vive force classique dans la dramaturgie onusienne, on le saurait. Mais dans ce type de conflit, vous avez d'un côté des contingents multinationaux qui sont assemblés, parfois pour d'assez mauvaises raisons, parce que envoyer un contingent, c'est aussi la certitude de récupérer des véhicules, de récupérer un per diem, que d'ailleurs parfois ce sont les hiérarques galonnés qui se partagent, etc. Bon. Et en face de cela, on a quoi? On a des miliciens, on a des gens qui sont prêts à mourir pour leur cause quand une cause il y a, à défendre leurs biens, à accaparer ceux des autres. Donc, si vous voulez, le degré d'engagement, le degré de résolution, de prise de risque, je dirais, physique et humaine, n'est pas le même. Donc voilà, on le sait, mais la RDC n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où il y a un décalage dans l'engagement et la résolution qui fait qu'on ne peut pas, on ne parvient pas à convaincre un chef milicien qu'il est plus dans son intérêt de ranger les armes que de les brandir. Voilà toute la dramaturgie de cette affaire. Alors justement, sur la question des armes, les FARDC, donc les forces armées régulières de la République démocratique du Congo, vous le signalez tout à l'heure à Francis Kalombo, ne sont pas payées souvent pendant des mois. Et justement, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre et de la transition politique, puisque Joseph Kabila disait notamment que pour organiser des élections, il lui fallait 1,8 milliard de dollars pour organiser le recensement et ensuite les élections. Est-ce que ça veut dire que l'argent, encore une fois, c'est là que tout se joue pour l'avenir du pays? L'argent se joue. J'aimerais d'abord dire un mot. Ni Tété la MONUSCO, je pense que la République démocratique du Congo ne serait pas ce que nous avons aujourd'hui. Ils font un travail considérable, il faut les féliciter. Certes, ils viennent pas en substitution de l'armée régulière. L'armée est là, ils viennent en appui. Alors, en venant en appui, nous savons ce qui se passe. L'armée peut dérouter les uns et les autres pour faire autre chose. Je crois que c'est à nous d'abord, Congolais, avant tout, et les autres ne viennent qu'en appui. Et justement, le problème de l'argent est là. Mais pour faire quoi avec cet argent? On a démontré ici que s'il n'y avait pas d'élection en République démocratique du Congo, ce n'est pas une question d'argent. Je suis un élu, je suis un député, nous sommes l'autorité budgétaire. Chaque année, on vote un budget pour décaisser l'argent en ce qui concerne des élections. Rien, le gouvernement a plutôt dépensé cet argent à autre chose plutôt que de mettre cet argent pour faire des élections. Et en fin de compte, on a compris que cet argent a été détourné. Voilà pourquoi aujourd'hui les rassemblements demandent à ce que même celui qui dirige la CNI aujourd'hui, qui est impliqué, cité aussi dans certains détournements de l'argent, puisse répondre par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? On a une banque qui est gérée qui appartient à 40% à la famille du président de la République. Et cette banque octroie des crédits, disons, factifs, qui n'existent pas en réalité, à des entreprises de l'État exprès, et ils pompent des commissions là-dessus, et la CNI est venue là-bas, et la CNI, le président de la CNI a pu récupérer 10 millions en espèces dans une banque, l'argent de l'État donné, 10 millions en cash, ils n'ont pas nié. Alors, résultat, nous sommes arrivés. Nanga, au départ, ils ont dit que pour organiser l'élection, il a fallu 1 200 000 dollars, 1 milliard 200 000 dollars. Et aujourd'hui, il parle de 1 milliard 800 000. Donc, nous nous approchons à 2 milliards. Mais il ne dit pas que depuis qu'il avait demandé 1 milliard et quelques, on lui a déjà payé. Combien il reste? Donc, chaque fois, ça monte. Et l'argent va où? Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Aussi longtemps qu'il y aura Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa de l'autre côté, je l'ai toujours dit, il n'y aura jamais élection. Parce qu'il n'y a pas la volonté d'organiser des élections en République démocratique du Congo, ils ne le feront pas. Voilà pourquoi même aujourd'hui, avec le prélat catholique, nous sommes en difficulté d'aboutir à une conclusion parce que certains ne veulent pas s'engager, qu'il n'y aura pas modification, qu'on ne va pas briguer et qu'on va tenir compte des échéances que nous nous sommes fixées. Et moi, personnellement, je pense que la mauvaise chose, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et l'espace politique est complètement fermé. Lorsqu'on vous dit qu'on a besoin de faire les élections dans des conditions normales, mais on arrête, on torture. Un député a été arrêté il n'y a pas longtemps, Franck Diongo, torturé à mort. Nous avons un jeune avocat, maître Mutamba Costa, qui a été torturé à mort, arrêté tout simplement parce qu'il a dit ce que le chef de l'État lui-même dit, que je respecterai la Constitution. Lorsque c'est lui qui le dit, ok, mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui dit on doit respecter la Constitution, il est en prison. Les jeunes de la Lucha. Jusqu'aujourd'hui, Gloria n'est pas retrouvée, on ne sait même pas où elle se trouve. Donc, on arrête tous les jours et on torture tous les jours et on tue. Alors, avec ça, vous pensez que nous devons aller où?
avec un pouvoir qui a échoué. Il faut le reconnaître qu'ils ont échoué, mais ils veulent apparaître aujourd'hui comme c'est vers eux que les gens doivent se mettre à genoux pour que le Congo avance, sinon nous mettons des militaires. On peut régner par défi, mais pendant combien de temps? Je m'interroge. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Francis Calombo et Vincent Heugeux. On l'a vu, la situation est encore compliquée, risque de durer aussi bien pour l'instabilité politique que pour l'instabilité au Nord Kivu. Merci à vous, restez sur France 24. On se retrouve dans une poignée de minutes pour un nouveau journal.